Bonne arrivée sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision qui va tabler aujourd'hui sur ces délégations de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo M23 qui ont procédé à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la médiation du Qatar. Cette signature, bien entendu, qui intervient un mois après la mise en place du mécanisme d'échange des prisonniers de deux côtés, justement, qui est d'échange et des libérations de prisonniers de des côtés. On va en parler de fond en comble ce soir avec Monsieur Gloire Kawaya, spécialiste des questions politiques et analyste indépendant. Bonsoir Monsieur Gloire. Bonsoir M. Nathan, c'est un plaisir mais également un honneur d'être là. Et je pense que nous aurons pratiquement un échange républicain qui va fixer au centre de tout nos réflexions pour tant soit peu justement ensoleiller la lanterne de notre population qui nous écoute. Alors justement, avec vous, on va juste parler de cette question. Exactement. Alors pour commencer, quel est l'enjeu réel du mécanisme de surveillance signé à Doha? Est-ce une avancée significative ou encore une étape diplomatique de plus? Une étape diplomatique de plus, une avancée significative. Je pense que les deux sont concédés dans la mesure où nous cherchons juste la paix. Par finalité, par finitude, nous voudrions à ce que nous puissions regagner la paix à l'est de notre pays. C'est dans cette mesure que les deux parties, ça veut dire la République démocratique du Congo, mais également le groupe armé AFC et M23 sont dans le pourparler, dans le but justement d'établir la paix. Et je crois que sur le plan diplomatique, parce que cette rencontre elle est également parrainée par d'autres partenaires, entre autres les États-Unis, mais aussi l'Union africaine. Et donc vous sentez dans le fond qu'ils sont là justement pour établir la paix. Et cet accord, c'est justement une autre façon, encore une autre volonté de surplus, parce que c'est la 6e rencontre, vous voyez au fond, depuis le 19 juillet. Donc c'est pratiquement une autre façon de démontrer leur volonté de justement rétablir la paix à l'est de notre pays. Alors vous avez relevé à cet aspect tout à l'heure, ici, la présence des observateurs étrangers, notamment les États-Unis d'Amérique, le Qatar, l'Union africaine. Est-ce que cette présence garantit-elle l'efficacité dans la mise en œuvre du cessez-le-feu en termes de neutralité? Bon, je pense que les deux posent leur fondation au niveau du sérieux, mais aussi au niveau de contraintes. Ça veut dire que si nous devons parler de l'efficacité, vous allez convenir avec moi que ce n'est pas le premier accord, d'autant plus que nous avions également été à Washington pour signer entre nous et également le Rwanda. Vous voyez, donc vous sentez que même le Rwanda, qui nous avons une autre carte à jouer avec, plutôt les États-Unis, avec qui nous avons une autre carte à jouer de l'autre côté, mais aussi les États-Unis interviennent aussi pour surveiller, pour parler au Qatar. Donc, au fond, c'est d'abord question de contraintes. Ça veut dire au fond que si, au cas où les uns ne respectaient pas les engagements, qu'est-ce qu'il y aurait? Vous voyez au fond, quelles sont les sanctions qui sont prévues après justement cet accord-là? Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions minimiser cet accord. Au fond, c'est quand même un accord qui est primordial d'abord pour nous en tant que peuple congolais, mais aussi pour le monde entier. Nous sommes surveillés, nous sommes vus aux yeux et aux vues de tout le monde. Et donc, dans le fond de cette histoire, je pense que l'efficacité repose au niveau de l'engagement, au niveau de la volonté, mais aussi au niveau du sérieux de chaque partie prenante. Alors justement, il y a eu plusieurs autres cessez-le-feu décrétés, toujours en termes de pourparlers, mais on a remarqué que sur terrain, il n'y avait pas le respect de ces cessez-le-feu. Justement, il y a toujours violation, soit par la partie rwandaise ou la partie congolaise, toujours en réaction à la violation de cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut dire que ce mécanisme est beaucoup plus différent, celui qui a été signé récemment entre les délégations de l'AFC M23 et ceux du gouvernement congolais? On peut dire que celui-ci est beaucoup plus prometteur au regard des enjeux actuels. Non, pas prometteur, mais ils sont dans le fond en train de pousser le bouchon au fond. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet accord, c'est un surplus au-delà de ces accords qui ont été signés. Je vous ai rappelé ici que c'est depuis le 19 juillet que nous avions entretenu le pourparlers avec l'AFC M23. Et donc cet accord, c'est d'abord un accord, il faudrait le préciser, c'est un accord de vérification sur les cessez-le-feu. Voilà. Et dans le but final est justement d'établir, mais aussi l'arrêt final des hostilités et des surveillances de l'arrêt de prise d'armes. Donc, au fond,
est-ce que réellement c'est ce qui se passe sur le terrain? Nous avions remarqué qu'il y a déjà des contingents qui sont mis sur pied par l'FCM 23 avec de nombreux militaires qui sont extirpés par-ci par-là, au fond. Mais pendant qu'ils sont au Qatar pour rétablir la paix. Vous voyez que c'est contradictoire. Ici, chez nous, en tant qu'État souverain, nous nous préparons et nous essayons des capacités armées pouvant répondre à ces besoins-là d'établir la paix. Alors, au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'AFC, le groupe rebelle ou négatif, permettez que je le dise dans ce sens, est en train de vouloir la même chose et son contraire. Ça veut dire, au Qatar, vous êtes en train de parler de la paix, vous voulez rétablir la paix, mais dans le pays, dans la réalité du pays, vous êtes en train de former les militaires. Pour quel but final? Donc, vous voyez au fond... C'est une sorte de méfiance. Une sorte de méfiance, une sorte également de souplesse négative, je peux le dire dans ce sens, au niveau de l'FCM 23. C'est par cet appel ou c'est par cette remarcation que moi je pense que, constatation bien sûr, que je pense que le gouvernement congolais doit prendre ses mesures. En son article 187 de la Constitution, le groupe ou les forces armées de la République sont appelées en une mission régalienne, celle justement de protéger l'intégrité territoriale. Ça veut dire au fond, au-delà que nous puissions parler de la paix ou désirer la paix avec l'AFCM 23, il faudrait imposer cette paix. Et la paix, dans la mesure du possible ou dans le cas sous session, je pense que cette paix passerait également par la guerre, permettez que je le dise ainsi, parce que ça fait quand même très longtemps que nos mères, que nos pères sont assassinés de manière violente, de manière innocente. Et donc, ça n'est pratiquement de trop. Donc, au fond, je crois que plus nous sommes en train de parler, plus également, dans le fond, nous sommes en train aussi d'équiper notre armée afin qu'elle puisse répondre à sa mission intrinsèque. Très bien, on va relever le point relatif aux médiateurs. On va parler justement du Qatar qui joue un rôle aussi central dans ce processus. Messieurs Gloire, qu'est-ce que cela peut traduire justement? Est-ce qu'on va parler justement d'un repositionnement géopolitique dans la région? Qu'est-ce que le Qatar cherche vraiment dans le fond, dans ce conflit? Jonathan, je pense que la coopération internationale s'avère aussi importantissime dans la mesure où nous sommes en train de prendre tous les pays concernés, mais aussi nous sommes en train de viser nos intérêts. Et donc, de ce point de vue, il est pratiquement impératif que nous puissions nous allier à qui peut justement nous apporter la paix ou nous aider à avoir la paix, mais aussi chez qui nous pouvons tirer un bénéfice précis. Alors, si aujourd'hui nous sommes arrivés à signer avec le Qatar, ou soit nous sommes parrainés par le Qatar, c'est parce que nous estimons que le Qatar fait partie des pays importateurs sérieux de nos matières premières au fond. Et donc, que ce soit au Rwanda, que ce soit ici en République démocratique du Congo, le Qatar se retrouve partout. Ouais. Donc, de ce point de vue, il est pratiquement lucide, il est pratiquement intelligent que nous puissions nous intéresser également au Qatar. Parce que ce n'est pas seulement le Qatar, il y a aussi les États-Unis, parce que c'est parmi aussi des pays importateurs de nos ressources minières. Et donc, au lieu, comme le disait le président de la République, au lieu seulement de s'intéresser aux larbins, permettez du peu, il faudrait aussi s'intéresser aux acteurs principaux. Et les acteurs principaux, il y a également justement le Qatar, mais aussi les États-Unis. Voilà, Monsieur Gloire, on va aller du côté du gouvernement congolais. Est-ce que on va dire que cette signature, la signature de ce document par le gouvernement congolais et la délégation de l'Alliance Fleuve Congo M23 et représente une forme de reconnaissance politique de l'AFC M23? Non, ça représente pas une force, mais cependant, ça représente au moins l'engagement du gouvernement à préserver la paix. Et justement, de ce point de vue, le gouvernement s'est reconnu être prêt à maintenir ou à partager justement le pourparler avec ceux qui sont concernés. C'est dans la mesure où nous pouvons parler aussi de ces dialogues. Ça veut dire au fond que quand nous parlons du dialogue, il faut parler avec les parties prenantes. Et si vous parlez de manière factuelle, vous prenez la République démocratique du Congo, surtout précisément à l'Est, le parti prenante, il y a également non seulement le gouvernement, mais aussi il y a les forces négatives, entre autres l'FCM 23. C'est de ce point de vue également pertinent que le gouvernement s'intéresse à la partie prenante directe, ça veut dire l'FCM 23. Et donc, il n'y a rien à légitimer. Cependant, si vous constatez dans le fond leurs revendications, s'avère aussi, permettez du peu, nauséabonde. Pourquoi? Parce que il y a, parmi les revendications, il y a le mixage, il y a les brassages de l'armée. Il y a également la gestion de l'Est de notre pays pendant 8 ans au fond. Vous voyez, au fond. Donc, je pense que cela est illégitime, d'autant plus que nous avions un gouvernement qui est issu des élections, qui est issu d'un pouvoir constitutionnel. Et donc, de ce point
point de vue, lorsque nous parlons de l'AFC, ce n'est pas une façon de le reconnaître, mais plutôt d'être vrai, d'être réel. Ça existe et au fond, il faudrait quand même dialoguer avec eux pour tant soit peu récolter leur desiderata. Monsieur Gloire, vous venez justement de relever tout à l'heure les revendications de l'F-123 que vous trouvez illégitimes, tout simplement. Et même nauséabondes. Nauséabondes, à en croire vos propos. Est-ce que le fait que ces revendications-là ne soient pas légitimes continuera toujours à rendre hypothétiques tous les efforts de paix? Ben, à ce niveau-là, c'est Chrome qui dirait minimiser la puissance ou minimiser le rôle de l'État. L'État a le devoir, par le truchement du président de la République en son article 69, de nous donner ou de nous doter de la paix. Ça veut dire au fond que nous devons avoir la paix. Et de ce point de vue, nous sommes dans le relationnisme, nous sommes dans les relations internationales, nous devons protéger nos intérêts. Lorsque nous nous sentons menacés et aucune justification ne peut leur être accordée parce qu'ils sont congolais ou quoi que ce soit. Vous voyez au fond, ça veut dire aujourd'hui nous devons imposer la paix. C'est ainsi que je parlais de la capacitation de notre armée. Et cette paix doit s'imposer par une armée forte, une armée équipée, une armée bien payée, une armée quand même civique. Ça veut dire que aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes justement en train de parler, c'est parce que dans une certaine mesure, c'est une défaillance un tout petit peu. Vous voyez, dans la logique, il fallait quand même leur évincer, leur chasser de ces territoires, afin de rétablir la paix dans les profondissimes de l'Est de notre pays. Alors, on va parler justement des zones occupées sur terrain, justement, Monsieur Gloire, avec vous. Est-ce que cette signature, quel est l'impact de cette signature justement sur le terrain en ce qui concerne les zones occupées par la coalition AFC en 23? Y aura-t-il impact sur terrain ou il faudra attendre encore? Bon, moi je crois que nous avions signé pratiquement hier. C'est une question futuriste. Il faudrait quand même attendre, voir comment est-ce que les co-auteurs vont se comporter sur le terrain, ça veut dire à l'est de notre pays, mais nous croyons que ce soit la partie gouvernementale, mais aussi la partie, entre autres, permettez que je glisse, la partie rebelle au fond, va également bien se comporter parce qu'elle a été également représentée légitimement. Elle a été également représentée par son porte-parole, par ses représentants. Nous également, ça veut dire le gouvernement congolais a été aussi représenté sur la supervision, sur le parrainage de Washington, mais aussi de l'Union africaine. Nous allons voir comment est-ce que les deux vont se comporter, mais pour le gouvernement congolais, il reste poli, permettez du peu, il reste poli et surtout il reste lucide pour que l'AFC M23 puisse également être, de ses points de vue, être capable, pacifiste, être indulgent à observer justement cet accord. Est-ce qu'on va dire que c'est une solution à long terme donc? Et entre-temps, comment ça se passe? Non, à long terme, c'est minimiser justement le rôle de l'État. C'est quand même une solution, tant soit peu, c'est une solution nette, permettez, c'est une solution nette. Mais la grande solution, c'est la capacitation de notre armée. C'est ça, la grande solution. Si nous avons une armée forte, aucun de nos voisins n'oserait prendre justement les kilos de nous déranger. Alors, Monsieur Gloire, peut-être pour chuter, justement, alors quel est l'impact ou le rôle de l'opposition congolaise actuellement, selon votre œil analytique? Qu'est-ce que l'opposition congolaise peut proposer en dépit de tout ce qu'il y a comme processus de paix pour parvenir à cette paix tant recherchée au niveau national? Ben, vous savez, même la loi portant statut de l'opposition, son article 8, c'est que l'opposition doit également, au-delà de critiquer, doit également apporter des pistes de solutions au fond. Donc vous sentez au fond que le pays n'appartient pas au régime, le pays appartient à tout Congolais, épris du bon sens, épris de la paix, épris du bon développement de notre pays. Et donc de ce point de vue, je crois que chaque opposant doit également apporter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire contribuer par des propositions lucides. Mais cependant, il faudrait aussi que le gouvernement tienne compte de cela. Il ne faudrait pas que le gouvernement soit repoussoir à rejeter les propositions d'opposition. Parce que l'opposition, là, qui est non armée, parce que nous ne devons pas nous évincer dans cette théorie de l'opposition armée et tout ça. Il y a une opposition au moins classique, une opposition intelligente qui propose. Mais cependant, est-ce que ces propositions sont retenues au niveau du gouvernement? À un moment donné, nous sentons que le gouvernement est repoussoir, il ne veut pas entendre. Donc moi, j'en appelle toujours à la conscience pieuse, à la conscience souveraine, à la conscience républicaine de nos acteurs, afin de pouvoir écouter les uns et les autres. Monsieur Gloire, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. C'est fut un honneur d'être là. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé sur votre télévision. Restez avec nous. La grande édition de journal arrive juste après.